Le redressement économique, un grand projet qui donne beaucoup d'espoir à tous les Égyptiens. La livre égyptienne, la dépréciation, le dollar, le fameux dollar face à la livre égyptienne, toutes les mesures drastiques entreprises par le gouvernement entre partisans et opposés. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Dr Gamil Badra, expert en économie. Bonsoir Dr Gamil Badra. Et aussi Dr Aissam Abdel Fattah, professeur d'analyse de discours politique. Bonsoir Dr Aissam Abdel Fattah. Eh bien, docteur Gamil Badra, nous avons l'Égypte où le prêt accordé par le Fonds monétaire international a été accordé à l'Égypte au taux de 12 milliards de dollars, chose qui avait nécessité des mesures à entreprendre sur la voie du redressement économique avant d'approuver le prêt. Sur le terrain, évidemment, ces mesures-là sont pénibles pour le peuple égyptien, mais à quoi peut-on espérer à l'avenir à la lumière de ces mesures entreprises? D'abord, merci pour votre invitation. Je suis très ravi d'être avec vous ce soir et surtout en compagnie de Dr Aissam. Très enchanté. La route pour les 1000 km commence par un premier pas. C'était un pas indispensable, un pas inévitable et un pas nécessaire pour redresser l'économie égyptienne. Le prêt de 12 milliards qui est accordé par le Fonds monétaire international pour 3 années successives avec un taux de 1%, plus ou moins, on a eu le feu vert, finalement, du Fonds monétaire international. La flottation de la devise égyptienne était indispensable. C'était une des demandes du Fonds monétaire international pour qu'il puisse pomper le premier montant qui arrivera très bientôt à la Banque centrale égyptienne pour essayer de redresser l'économie et de couvrir le déficit. Suite à la révolution de 2011, nous avions en réserve un peu plus que 40 milliards de dollars. Ça fait quelques semaines, on apprend du gouverneur de la Banque centrale que la réserve en devises étrangères est autour de 20 milliards, ce qui veut dire qu'il y a eu de 20 milliards de dollars pour différentes raisons. Mais pour envisager cette situation, c'est que le Fonds monétaire international intervient uniquement quand il y a une crise. C'est comme s'il y a un malade et que ce malade doit rentrer à la chambre du soin intensif. Et heureusement que nous avons eu l'accord, le feu vert et le premier montant, la première tranche arrivera bientôt. Docteur Aissam Abdel Fattah, nous envisageons un redressement économique et grâce à les mesures entreprises, comme on l'a mentionné, le Fonds monétaire international nous a accordé le prêt, mais la question qui se pose sur le terrain, que va-t-on faire avec le prêt de manière à pouvoir engendrer un revenu? Oui, ça c'est une très très bonne question à mon avis, parce que oui, c'est une mesure, la mesure en fait qu'on constate sur le terrain actuellement, c'est une mesure importante, mais sous certaines conditions. Moi, je ne cesse de m'interroger si vraiment les conditions requises pour justement profiter de cet octroi de prêt sont remplies ou non. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir besoin d'un prêt de 12 milliards de dollars dans un certain nombre de conditions, sous certaines conditions, bien dans des circonstances particulières. Mais est-ce que l'Égypte, en fait, vraiment passe par ces circonstances où a les conditions remplies? Ça, c'est un point d'interrogation que je pose. Pourquoi? Parce que actuellement, le prêt que vous allez recevoir du Fonds monétaire international, comment vous allez l'exploiter? Est-ce que vous allez utiliser ce prêt, par exemple, pour rembourser un autre prêt, par exemple, ou bien vous allez ouvrir les usines qui sont fermées depuis très longtemps, ou bien qu'est-ce que vous allez faire avec ce prêt? Il y a aussi autre chose aussi, c'est-à-dire qui pose un point d'interrogation, c'est que actuellement, c'est qu'on voit, on a levé complètement la subvention, c'est vrai, et que vous avez dit qu'il y a actuellement, on mène une vie un peu pénible à cause de, justement, le fait de lever de subventions sur le pétrole, le carburant et d'autres aliments, et même nous avons ici la crise du sucre. Donc, je pense que la première condition qui doit être remplie, qui doit être satisfaite, c'est, à mon avis, de combattre tout d'abord la corruption. Une fois c'est-à-dire on met fin à cette corruption, on pourra actuellement créer le climat favorable à la bonne exploitation de ce prêt. Donc ça, c'est une chose. Et puis après, il y a autre chose. C'est que actuellement, nous avons des projets
gigantesques, je l'avoue, mais sont des projets, disons, dont le rendement ne se verra que dans 5 ans peut-être, 4 ans peut-être. Ça veut dire des projets infrastructurels. Mais on a besoin quand même de projets très urgents pour satisfaire les besoins pressants, n'est-ce pas, de la population. Docteur Gamil Badra, vous êtes expert en économie. Ouais. Comme l'a dit Monsieur Docteur Sam Abdel Fattah, on a besoin de projets d'investissement dont le rendement est très rapide. Comme quoi? Absolument. Ça, c'est une très belle question. Mais j'aimerais revenir à ce que Dr Assam vient de mentionner. Si on prend un prêt, pour payer un prêt, ça serait une grande gaffe. On ne le fait jamais. On ne le fait jamais. On prend un prêt, comme vous avez dit, pour trouver d'autres opportunités de travail. L'industrialisation, c'est le but aujourd'hui. L'industrialisation, c'est la route, c'est le chemin pour essayer de surmonter la situation où nous sommes aujourd'hui. Il y a de nouvelles cités industrielles qui ont été inaugurées en Haute-Égypte et partout. Ça, c'est le moyen, à mon avis, ça c'est le seul moyen par l'industrialisation locale. Bon, ça n'aura pas lieu dans une semaine, dans un mois, donc c'est à court terme, mais ça c'est le seul moyen pour essayer de trouver des projets à un rendement qui puisse justifier, qui puisse réduire le chômage, trouver des opportunités de travail, essayer d'animer l'exportation. C'est excessivement important. Alors ce montant, s'il est bien orienté, en vue de trouver des projets d'industrialisation. Nous avions une délégation américaine qui est venue ici dans la dernière semaine du mois d'octobre. Peu de spectateurs peut-être ont suivi ça, mais il y avait une délégation de businessmen, d'hommes d'affaires qui est venue des États-Unis pour découvrir, pour essayer de trouver ces possibilités d'investir. Le prêt, et non seulement pour avoir le montant du prêt, il faut faire attention à ce point-là, parce que nous parlons de 4 milliards de dollars par année. Nous aurons la première tranche bientôt, mais c'est l'esprit de confiance que le monde, les investisseurs mondiaux regardent, que le Fonds monétaire international, s'il pompe un certain montant en Égypte, ça veut dire que nous sommes en une situation qui peut encourager les investisseurs à venir aussi, davantage de venir ici. Des projets industriels est le but. Mais pour prendre un prêt, pour payer une autre dette, ça serait une grande gaffe. Et je ne pense pas que notre gouvernement, qui a un horizon, qui a une vue éloignée, pourrait faire une chose pareille. Est-ce que le projet du nouveau Caire, à votre avis, est-ce que l'argent du prêt risque d'être injecté dans le projet du Grand Caire? Une partie, pourquoi pas. Le projet du nouveau Caire, il y a des gens qui sont contre, mais moi je suis personnellement pour, parce que nous montons dans des villes du Moyen-Orient. Vous montez à Dubaï, par exemple, et pourquoi pas ne pas faire l'Égypte? L'Égypte est en bonne voie. C'est un premier point de départ maintenant. Il faut voir que demain doit être meilleur qu'aujourd'hui. À part, bien sûr, le citoyen égyptien souffre beaucoup, nous le reconnaissons. Mais aussi, il y a l'aspect, il y a la façade du Caire. C'est un projet qui va trouver des opportunités de travail pour des dizaines de milliers d'employés, qui va trouver des opportunités pour des contractors, pour des entreprises égyptiennes. C'est un projet de construction qui peut ouvrir des portes aussi, à part, bien sûr, pourquoi pas. Je ne sais pas les détails, comment le gouvernement va utiliser ce prêt, mais s'il pense à utiliser une partie de ce prêt, pourquoi pas? Parce que la façade de l'Égypte, le Caire, nous avons besoin de montrer que nous sommes sur la bonne voie suite à la révolution, non seulement que nous avons une situation politique qui est en bonne voie, mais que l'Égypte, le Caire, deviendra une ville qui peut attirer non seulement les investisseurs, mais les touristes aussi, tout le monde. Nous voulons faire quelque chose. Si vous montez à Dubaï, vous voyez comment cette ville a pu évoluer. Bon, ils ont les possibilités financières, ils ont tout, mais il faut essayer. Je suis pour ce projet. Il y a des gens qui sont contre. Je ne sais pas, docteur, comment vous pensez à ça? Je ne suis pas contre, mais c'est-à-dire que puisque vous établissez une comparaison entre l'Égypte et Dubaï, il y a quand même beaucoup de choses qu'il faut quand même citer. Oui, par exemple, moi je me rappelle très bien, lorsque les investisseurs, parce que j'ai assisté à plusieurs conférences où il y a des investisseurs qui prenaient la parole, et là, par exemple, j'ai constaté un problème majeur, et jusqu'à maintenant, on n'a pas encore commencé à éradiquer. Et je pense que c'est un obstacle majeur devant tous les hommes d'affaires ou bien les gens qui envisagent de créer ou de réaliser des projets gigantesques. À titre d'exemple, vous avez des complications bureaucratiques en Égypte qui s'érigent en obstacle majeur qui empêchent tout homme d'affaires de venir investir. Donc, jusqu'à maintenant, c'est pour ça que je dis que quand j'emploie le mot corruption, c'est-à-dire je me réfère justement à ces complications bureaucratiques. La bureaucratie, ça c'est un problème majeur. Vous êtes un homme d'affaires, vous voulez par exemple garantir que les fonds que vous allez utiliser serviront à créer vos projets aussi, vous ne voulez pas d'obstacles.
Et puis, regardez à Dubaï, puisque vous faites la comparaison avec Dubaï, ça n'existe pas. Et puis, est-ce que, ça c'est ma question, est-ce que les 12 milliards suffiront pour réaliser ces projets infrastructurels? Justement. 12 milliards, quand on fixe 12 milliards, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a une lacune à laquelle il faut remédier, il faut combler le plus vite possible pour que la machine commence à tourner. Mais c'est ce que je disais, docteur. Oui. Ce que je voulais dire, c'est que les 12 milliards, qui a décidé des 12 milliards? Et ça, c'est le Fonds monétaire international qui a évalué la situation. Parce que fondé sur quoi? Fondé d'abord sur la situation égyptienne, sur le montant que eux aussi, comme Fonds monétaire international, peut fournir. Parce qu'on ne peut pas demander nous ne sommes pas la Grèce, par exemple, a eu un problème, ça fait quelques années, il y a eu 90 milliards d'euros qui ont été pompés par les pays européens. C'est une chose qui est un peu différente. Mais là, ce sont les pays européens qui voulaient soutenir la Grèce pour maintenir l'intégrité de l'Union européenne. C'est différent. Alors, le Fonds monétaire international a décidé de fournir ce prêt suite à ses capacités, à la situation égyptienne. Mais le prêt va donner l'esprit de confiance. Remarquez, regardez devant vous, autour de vous maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les Égyptiens transfèrent les dollars qu'ils avaient chez eux en livres égyptiennes. Il y a eu un peu plus de 1,5 milliard de dollars transférés par les Égyptiens qui habitent en Égypte. Autour de 1 milliard de dollars transférés des Égyptiens qui travaillent à l'étranger pour les transférer parce que l'empire des bureaux de change a été attaqué. Oui. Maintenant, on peut avoir de la banque centrale, nationale, de toute banque, le même taux qu'on peut avoir des bureaux de change qui existaient et qui possédaient, qui formaient un empire. L'esprit de confiance, les obligations, l'Égypte va lancer très bientôt des obligations pour à peu près 4 milliards de dollars. Alors on parle des transferts des Égyptiens, on parle des transferts des Égyptiens qui vivent en Égypte, on parle des investisseurs étrangers qui vont pomper. Parce que l'esprit de confiance est excessivement important. Vous parlez de la bureaucratie, je suis tout à fait d'accord et je respecte ce que vous dites, docteur, parce qu'il faut des réformes pour essayer de combattre la corruption et la bureaucratie. C'est le cancer du business, des affaires. Parce que si on essaie d'éviter ça, si on essaie d'arracher, à partir de l'octroi des terrains, à partir de transformer une idée en industrie, en réalité, concret. Il y a beaucoup de démarches. Il y a beaucoup de démarches. Oui. Il y a aussi d'autres problèmes. Regardez, par titre d'exemple, les deux problèmes majeurs qui sont abattus aussi. On a vu, c'est quoi? Le problème du sucre et du blé. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec la crise actuelle, les crises économiques, mais c'est quoi? C'est-à-dire l'origine de ces deux problèmes se résume en un mot, la corruption. Puisque vous avez des montagnes de sucre qui se trouvent en Haute-Égypte. Et jusqu'à maintenant, c'est les hommes d'affaires, justement. Là, il les garde je ne sais où, il les conserve je ne sais où, mais actuellement, le citoyen souffre. Donc, je veux dire que la situation sociale et économique de citoyens, c'est-à-dire la majorité, certainement, vous savez qu'il y a quand même un grand pourcentage d'Égyptiens qui vivent au-dessous du seuil de la pauvreté, c'est ça le problème, c'est ça. Il faut vraiment éradiquer ce problème afin de créer un climat favorable aux investissements. Ce n'est pas seulement une question d'octroi de prêt. Absolument. Et c'est ce que le Fonds monétaire international a exigé. Oui. Faire des réformes, essayer de combattre la corruption, la bureaucratie, augmenter les taxes, orienter les subventions. Vous avez parlé de subventions, je suis tout à fait d'accord pour le carburant, etc. Et orienter les subventions parce que peut-être il y a une catégorie de gens qui ne méritent pas cette subvention. Et si par exemple le carburant a le même prix pour ceux qui méritent et ceux qui ne le méritent pas, ça serait injuste. Mais les subventions est excessivement important. Alors, réduire les dépenses gouvernementales. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 différentes demandes qui ont été posées sur la table par le Fonds monétaire. De manière à permettre à l'État d'avoir un revenu plus important. Absolument. Et par conséquent, rendre le prêt par la suite. C'est un prêt, hein, c'est pas un don. Alors il faut le rendre, comme vous avez dit, madame, vous êtes tout à fait d'accord, vous avez tout à fait raison, je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui. Maintenant, il y a eu une nouvelle élection aux États-Unis et donc la victoire qualifiée de choc par les médias. Docteur Badra, vous avez des visites fréquentes aux États-Unis. Parlez-nous un petit peu de l'esprit des Américains, l'état d'âme des Américains. C'est une très belle question. Hein. Vous voulez commencer? Je commence. Non, c'est vous. Allez-y. Vous vous rendez beaucoup aux États-Unis. Je suis très ravi de vous rapporter en bref que les Américains ne sont pas heureux de ce qui se passe parce que ce qui s'est passé avec les attaques personnelles et puis les débats qui ont eu lieu, c'est une chose que le peuple américain n'a jamais suivi à ce niveau. Mais si on parle de l'Égypte,
Et la victoire de M. Trump, moi personnellement, comme Égyptien, je dis qu'il faut que nous, les Égyptiens, nous devons être heureux que M. Trump a gagné le feu vert pour aller à la Maison-Blanche. Vous allez me demander pourquoi. Oui. M. Trump était le seul candidat à dire « Je reconnais que les événements du 30 juin est une révolution sincère pour changer un régime pour l'intérêt du peuple égyptien ». M. Trump reconnaît que c'est une révolution qui devait avoir lieu. Si on regarde M. Obama, avec tout mon respect, avec M. Obama et son ex-secrétaire d'État, Mme Hillary Clinton, ils n'ont jamais reconnu les événements du 30 juin comme étant une révolution. Par contre, ils l'ont décrit par un terme, je ne veux pas le dire ici à la télévision pour les chers téléspectateurs, mais vous savez ce que je veux dire. Oui. Alors pour eux, ce n'était pas une révolution. Ceci donne un support à notre... à notre pays, à nos leaders, à notre gouvernement, et nous avons besoin d'une reconnaissance de cette révolution pure, de cette révolution honnête, sincère, qui a eu lieu pour l'intérêt du peuple égyptien. Ça, c'est une chose très importante. M. Trump, bienvenue à M. Trump, parce que, et maintenant, les relations entre M. Trump et notre cher président, M. Abdel Fattah ici, sont en très bonne forme. Oui. C'était le seul, vous savez qu'il a rencontré à New York, oui, suite aux réunions des Nations Unies. Oui. Et puis c'était le premier chef d'État à féliciter M. Trump. Absolument. Et toutes les chaînes de télévision et la presse a mentionné cela. Oui. Je crois que nous devons être heureux comme Égyptiens que M. Trump est là parce qu'il reconnaît la révolution. Et ceci est un bon départ, une bonne poussée pour la situation en Égypte, politiquement et économiquement. Il y a un mariage entre la politique et l'économie. Absolument. Justement, puisqu'il y a un mariage entre la politique et l'économie, à votre avis, quel serait l'impact de la présence de Trump alors que les États-Unis est un pays d'institutions? Il y a quand même une stratégie élaborée pour des années et des années, donc les choses ne changent pas de droite à gauche à cause d'un président. Mais à la lumière de la présence de ce nouveau chef d'État, comment voyez-vous l'avenir des investissements en Égypte et de l'économie égyptienne? Je partirais du fait, c'est-à-dire que pour le discours, certainement le discours est un discours prometteur. On a vu justement un discours parce que je me rappelle une phrase qui a été prononcée par Trump lorsqu'il a dit que c'est les États-Unis, enfin l'Égypte n'est pas un allié, mais non, c'est un ami loyal. Donc un ami loyal, et c'est même, on a vu même dans l'Aram Hebdo qui a fait un long commentaire, ça veut dire qu'il y a un rapprochement étroit entre les deux pays, et le discours était très cordial. Le discours, on n'a jamais vu un discours pareil, par exemple, entre le président égyptien et Obama, à titre d'exemple, ou entre les démocrates. C'est pour cela, c'est un discours, à mon avis, prometteur, et il a dit que nous devons coopérer ensemble. Donc il y a une coopération, ça est dans la perspective, il y a une coopération attendue entre l'Égypte et les États-Unis dans tous les domaines stratégiques pour combattre le terrorisme. Donc c'est ça. Et comme vient de dire mon collègue aussi, c'est que, Dr Gamil, c'est que le premier chef qui a félicité justement, c'est le président égyptien. Mais ma question peut-être, mais c'est pas une question, moi je ne suis pas en train de mettre en doute, mais non, c'est une question que je pose parce que mon travail c'est d'analyser le discours, et je dis que c'est un discours prometteur. La question qui se pose, à quel point peut-on compter sur un discours prononcé par un candidat dans une course présidentielle pour justement prévoir, ou pour, disons, concevoir la politique, étant donné que ce n'est pas seulement le président qui prend la décision, mais il y a aussi tout un entourage, il y a aussi beaucoup de services, il y a beaucoup d'institutions qui interviennent, il y a aussi Israël. Donc, à quel point, vraiment, on peut vraiment, disons, partir de ce discours pour conclure que l'avenir sera vraiment prospère, l'avenir des relations, je veux dire, sera prospère. Donc c'est une question, en fait. Oui, avant de revenir à la question économique, oui, vous venez de dire qu'il a dit que l'Égypte n'est pas seulement un allié, mais un ami. Il n'y a pas d'amis en politique. À votre avis, pourquoi est-ce qu'il a dit ça? À quoi ça lui sert? Parce que je pense que c'est justement, je remonte, c'est le premier, justement, à connaître la révolution de 30 juin, c'est une révolution qui n'était pas tout à fait reconnue par beaucoup de monde, certainement les démocrates, Obama, et si même les archives, certainement américaines, un jour vont montrer à tout le monde qu'il y a eu même des entretiens, des négociations entre Obama et d'autres, c'est-à-dire le CIA, pour
justement concevoir une autre politique au Proche-Orient. Il voulait implanter les frères musulmans et aussi confiner tous les islamistes et les intégristes dans cette région du monde. Comme ça, on évite justement le chaos et on évite le mal de tête qui vient de l'islamisme en général. Ça, je me rappelle très bien ça. Mais la question ici, ce qui se pose, c'est que pour Trump lui-même, il a reconnu la révolution du 30 juin, ça c'était nouveau, et puis après, donc, il s'est rencontré, il s'est entretenu avec le président, le seul président avec lequel il s'est entretenu, c'est le président égyptien. Donc tout ça, c'est quand même très significatif. Et donc, par conséquent, quel est l'impact? C'est vrai que ce sont des spéculations, mais l'impact de sa présence et de cette amitié dont il a parlé sur nos projets d'investissement et sur notre économie. D'abord, je reprends la phrase que vous avez mentionnée, qu'il n'y a pas d'amis en politique. Je suis tout à fait d'accord. La relation entre l'Égypte et les États-Unis est basée sur des intérêts mutuels stratégiques. Et que le président ne peut pas décider tout seul. Parce que le président, vous savez, gouverner aux États-Unis, c'est un triangle. Il y a le côté exécutif, il y a le côté légal, il y a le côté, comment dirais-je, législatif. Le côté législatif, c'est le Congrès. C'est le Congrès, c'est le Sénat et c'est la Chambre des représentants. Le côté exécutif, c'est le président avec les ministres. Les ministres, on appelle aux États-Unis, on n'appelle pas le ministre ou le ministère, on appelle departments, le chef de département. Et puis le côté légal, comme on dit. Et puis tous ces trois sont ensemble pour décider la politique. Le président Trump, aujourd'hui, il a un Sénat républicain. Il a une chambre de représentants, la majorité est républicaine. Lui, c'est un républicain. Ça va faciliter. Si le président Trump est convaincu que la situation politique est ce qu'il reconnaît, ça aura une conséquence positive sur l'économie. Je parle d'une délégation qui est venue ici en octobre. Et que, vous savez, s'il y a une stabilité politique, les investisseurs vont pomper leur argent. Le jour où la situation politique n'est pas en forme, parce que tout investisseur est intéressé à avoir son argent dans une situation qui est sûre, qui est dans une situation protégée. Et surtout de transférer les biens et les profits à l'étranger, à la maison mère ou à la compagnie mère. Ça aura un effet très positif. Les investisseurs reconnaîtront que cette stabilité politique, reconnue par le chef d'État, par le gouvernement américain, aura un effet très positif sur les investisseurs qui devraient avoir un feu vert pour pomper. Il faut avoir de l'espoir dans ce sens. Et surtout que, avec cette délégation qui est venue récemment, comme je viens de dire, je crois qu'on est sur la bonne voie. Le côté politique, la stabilité politique encourage les investissements. S'il y a un côté économique où les citoyens égyptiens, par exemple, souffrent d'un rendement ou bien d'une vie un peu difficile, ça reflète sur la politique. Nous avons vu comment la révolution de janvier 2011, c'était pourquoi? Parce que les Égyptiens ont beaucoup souffert. Le citoyen égyptien, économiquement, il a souffert, il a éclaté, il a voulu changer le régime. C'est le vice-versa entre la politique et l'économie. Une situation politique reconnue par l'Amérique aura sûrement un effet bénéficiaire et positif sur la situation économique. Et nous cherchons de l'investissement américain, le monde entier. Et je suis optimiste, pour ne pas dire très optimiste, parce que, comme je viens de dire, nous avons le prêt, nous avons maintenant quelques milliards de transferts des étrangers, puis des transferts des Égyptiens. Nous aurons bientôt 4 milliards d'obligations qui seront lancées sur le marché. Et l'investissement, comme on vient de dire, l'investissement de tout investisseur qui reconnaît la stabilité de l'Égypte pour venir avec, sûrement, il faut bien suivre ce que le Fonds monétaire international nous a demandé de faire. Comme j'ai dit, surtout ce que vous avez mentionné, combattre la corruption, combattre la bureaucratie, etc. C'est un point de départ. C'est un premier pas. Mais la vision est claire. Le but, je crois que bientôt, on pourrait essayer de déguster un peu les résultats de cette première étape. Est-ce que le fait que le Fonds monétaire international a accepté d'accorder un prêt à l'Égypte va quand même rendre sa crédibilité aux yeux de la communauté internationale plus importante? Absolument, absolument. Le Fonds monétaire international est une organisation qui dépend des Nations Unies avec la Banque mondiale. Et comme je vous ai dit, si quelqu'un tombe malade,
est sérieusement malade et qu'il a besoin d'aller aux soins intensifs, c'est comme le Fonds monétaire international. Si quelqu'un est malade mais il veut prendre des vitamines pour l'avenir, alors c'est la Banque mondiale. Je ne sais pas si j'arrive à expliquer aux chers téléspectateurs la différence. Alors ça augmentera la crédibilité du Fonds monétaire international pour le monde, mais aussi ce qui est important pour nous, Égyptiens, c'est que l'Égypte paraîtra sur un sol solide, que nous avons eu l'accord ou le feu vert du Fonds monétaire. Ça veut dire que nous sommes en bonne forme, que nous avons le sol ou la terre saine pour avoir la semence de l'investissement. Docteur Essam Abdel Fattah, pour revenir aussi un peu au discours de Trump, en fait, ce qui lui a valu quand même, ou les déclarations négatives qu'il a fait vis-à-vis des musulmans et du Proche-Orient, lui ont valu quand même des réactions hostiles du monde entier. Et il y en a qui ont décrit ce discours de mal placé, si on peut le dire, pour ne pas utiliser le vrai terme utilisé lors de la campagne électorale. À votre avis, comment se fait-il qu'il a eu un discours aussi hostile vis-à-vis des Arabes, des musulmans, et d'un autre côté, il a exprimé son amitié, entre parenthèses, vis-à-vis de l'Égypte? Comment est-ce qu'on peut placer les deux hypothèses? Je pense que c'est la nécessité, en fait, de la circonstance. C'est-à-dire que actuellement, regardez, quel est le problème majeur qui touche l'opinion publique ou touche la population américaine en général, la majorité, en Europe et aux États-Unis? C'est quoi? La migration. La migration, l'islamisme, le terrorisme. On a vu beaucoup d'attentats. On a vu beaucoup d'attentats en Europe et aussi aux États-Unis depuis l'attentat de 11 septembre. Donc le problème, le spectre vraiment de la terreur, c'est quoi? Ça réside où? Ça réside dans l'islamisme, les intégristes, n'est-ce pas? Et puis l'immigration, qui est la source de tout le malheur. Alors, lorsqu'un président ou un candidat à la présidentielle, par exemple, dit « moi, je mettrai fin à ça », et puis il attaque, enfin, l'islam ou bien les islamistes, là, il touche quand même une corde sensible. C'est important. C'est important, pourquoi? Pour gagner la faveur du public, un public qui souffre de terrorisme. Alors, je ne peux pas dire que, lui, il va certainement donc prendre des mesures draconiennes ou drastiques contre les musulmans, absolument pas, non? Parce que moi, je sais aussi qu'il y a des musulmans qui ont soutenu Trump. Il y en a. Qui se méfient complètement de Hillary Clinton et des démocrates. Il y en a quand même. Donc, moi, je ne peux pas dire que c'est un discours quand même qui déterminera justement la ligne politique ou bien les futures décisions qu'il prendra vis-à-vis des musulmans ou vis-à-vis du Proche-Orient. Je ne peux pas dire ça. Mais je pense que c'est le moment exige parfois, c'est-à-dire l'occasion exige parfois qu'on tienne ce genre de discours. La question qui se pose, docteur Gamil Badra, est que sur le terrain, il y a eu une hausse de prix à tous les niveaux. C'est vrai que c'était des mesures à entreprendre, mais y a-t-il un espoir que les choses s'apaisent? Tout d'abord, le taux de change du dollar. Est-ce qu'on pourrait espérer une baisse quand même à l'avenir? Très belle question. La hausse de prix était indispensable. La hausse de prix est due au transfert de la devise étrangère en livres égyptiennes pour les importateurs qui importent des matières de base pour que ce soit l'industrie ou même pour la consommation locale. Et j'ai beaucoup de sympathie pour le peuple égyptien, pour le citoyen égyptien qui souffre, qui travaille dur. Mais d'autre part, je crois que les salaires ont aussi augmenté, mais peut-être pas au même niveau de la situation de la hausse de prix. On souffre de ça, tout le monde souffre de ça, mais c'est un pas indispensable. La hausse de prix, parce que flotter la devise, ça c'est important à mentionner, flotter la devise libère l'État du soutien, mais en même temps, le résultat est une hausse de prix. J'étais dans des entrevues avant ça avec vos collègues, vos collègues, on a parlé de flotter la devise. Et flotter la devise a deux résultats. L'État se maintient mieux parce qu'il est libéré du soutien financier pour couvrir ce déficit, mais le citoyen va souffrir de cette hausse de prix. Jusqu'à combien de temps? On verra. Mais il y a une chose importante aussi. Vous m'avez demandé si la devise pourrait peut-être changer au niveau du dollar. Oui, bien sûr. Nous reconnaissons que dans les deux passés, la livre égyptienne s'est renforcée. Elle a eu un peu plus de poids.
Et ça ira un peu mieux encore, c'est-à-dire au cas où nous envisagerons ce qu'on appelle la stabilité monétaire. Parce que quand on parle de déficit, si on se rapproche un peu, si les 20 milliards de dollars en réserve vont augmenter avec le temps, dû à quoi? Dû à ce que nous aurons bientôt, comme on vient de dire, 1, 2, 3, mais surtout si on fait de l'export. L'export est une des choses excessivement importantes pour l'industrie. Alors, l'export, l'industrialisation sont les deux routes pour essayer de couvrir ce déficit. Mais pas les prêts. Les prêts vont aider, vont animer, vont essayer de donner des vitamines pour essayer de suivre ces deux routes. Mais les prêts seuls ne pourront jamais résoudre le problème. Il faut de l'export, de l'industrie pour ramener de la devise étrangère. L'export est bien servi avec la flotter la devise parce que si on parle de, par exemple, de 1000 livres égyptiennes, à combien de dollars étaient-ils équivalents? Et aujourd'hui, les mêmes 1000 livres égyptiennes, à combien de dollars sont-elles équivalentes? Alors, ce qui veut dire que nous avons une meilleure chance pour exporter. Oui, docteur. Oui, moi, simplement, j'aurais voulu formuler une petite remarque, ou bien, c'est pas... je ne sais pas, c'est une observation. Oui, c'est vrai que l'opération production repose sur plusieurs éléments. Ça veut dire que le capital, les machines, matières premières, il y a aussi le travail. Puis on a décidé de lever la subvention. Oui, le seul élément de la production, justement, auquel vraiment on n'a pas beaucoup pensé, c'est le travail. Le travail, c'est-à-dire que si on fait une comparaison entre l'Égypte et les pays occidentaux, parce que c'était un argument en fait avancé, on a dit il n'y a pas de subvention à l'extérieur en Europe. Donc on a décidé de lever la subvention parce que je suis complètement d'accord, c'est un fardeau et c'était une très mauvaise solution adoptée depuis des décennies. C'est-à-dire que c'est cette question de subvention. C'est-à-dire les économistes qui ont choisi vraiment la subvention pour satisfaire la population ou les pauvres, c'est une très mauvaise solution. Oui, un devoir social. Social, oui, mais c'est-à-dire que, voilà, nous souffrons actuellement de ces conséquences. Voilà. Mais la question qui se pose quand même, puisque vous voulez justement établir la comparaison entre l'Égypte et les autres pays, où il n'y a pas de subvention, très bien. Est-ce que le niveau de l'ouvrier égyptien, par exemple, a le même salaire que les ouvriers étrangers? Non. Donc, si vous levez la subvention, il va souffrir, et souffrir, ça veut dire instabilité. Oui ou non? C'est-à-dire qu'instable, il y a un risque, donc il y a des troubles. Les gens souffrent, et vous demandez aux gens de souffrir plus. C'est quand même... Et la question qui se pose, pourquoi est-ce que ces mesures ont pris tellement de temps pour être appliquées? Vous savez... Allez, c'est toujours, moi je dirais, c'est la corruption et il faut hypnotiser les gens. Pour hypnotiser les gens, il faut accorder des subventions. Et vous, docteur? Le docteur a mentionné ici quelque chose qui est un devoir social. Alors, à mon avis, le gouvernement était très attentif pour ne pas faire éclater. Vous vous souvenez en 1977, quand le docteur Abdelmenem El-Qaïsouni a promulgué certains... Le peuple égyptien est sorti dans les rues pour riposter, pour protester. Il fallait être très attentif. Alors plus tôt, peut-être ça aurait eu un effet plus négatif. À chaque chose, il y a son temps. Alors le gouvernement a remarqué qu'il est temps maintenant, parce qu'on ne peut pas aller... Il y a le feu rouge maintenant. Quand nous étions à 25, 24, 23, il y avait une descente de la réserve. Alors il fallait, nous sommes aux soins intensifs. Le malade est aux soins intensifs. L'Égypte est dans les mains du Fonds monétaire international, de tous les investisseurs qui vont venir bientôt. Et pour être aux soins intensifs, ça prend du temps. On ne peut pas sortir sain et sauf en quelques jours du soin intensif. Mais pourquoi plutôt, à mon avis, c'est pour protéger comment dirais-je, pour faire ce devoir social, pour protéger la situation du peuple égyptien, pour ne pas envisager ce que nous avons vu en 1977. Oui, est-ce qu'on pourrait espérer un maintien du dollar des douanes de manière à essayer de maintenir quand même les prix des voitures importées? Parce que les voitures, à présent, sont vendues à des prix exorbitants. Parce que si on parle de voitures, docteur, on parle de luxe. Alors, à mon avis, il faut parler des choses qui sont plus essentielles. Oui. Qu'en pensez-vous? Oui, je suis complètement d'accord avec vous, mais le problème, c'est-à-dire que le gouvernement, en fait, a décidé de toucher seulement les articles qui ne sont pas essentiels. Absolument. Oui, mais le problème, c'est que le lien entre les articles, quand même très difficile de séparer les articles. Regardez, par exemple, le carburant. Oui, on a levé la subvention du carburant. Les camions qui transportent, par exemple, les marchandises, toutes les marchandises. Donc ça va entraîner quoi? Augmentation des prix des marchandises, des denrées
élémentaire. Et ça, on a vu, tous les prix ont augmenté. Je le sais. Oui, mais pour revenir à cette question de voitures, c'est vrai que dans le monde entier, les voitures sont de luxe. Mais à la lumière de la situation des moyens de transport en commun que nous avons en Égypte, c'est vrai qu'on a eu de nouveaux bus, etc. Et en même temps, c'est un très grand pays. Et là où on aurait besoin, surtout dans les nouveaux quartiers, de voitures pour se déplacer. Donc, à la rigueur, ça ne devient plus un luxe, la voiture. C'est-à-dire, si on parle de voitures, comment dirais-je, avec 1300 cc, 1600 cc, il faut peut-être exclure cette catégorie. Voilà. Mais les voitures qui dépassent, qui font partie du luxe qu'on se permet, ce sont des gens qui sont capables de payer, alors il faut qu'ils payent. Et je suis pour augmenter les taxes, je suis pour réduire les dépenses gouvernementales, je suis pour les subventions, on a parlé de subventions, docteur, des carburants. J'étais heureux, peut-être vous n'allez pas me croire, hein, j'étais heureux que ces carburants ont augmenté, mais je n'étais pas heureux que ces carburants ont augmenté pour tout le monde. Il faut trouver un moyen. Si le Parlement peut voir comment on peut augmenter le prix du carburant pour ceux qui peuvent payer, mais éviter cela pour ceux qui ne peuvent pas. Et comment trouver un système pareil? Ils avaient fait la carte intelligente qu'ils avaient fait. La carte, il y avait une carte justement. Oui. Mais elle était valable pour tout le monde. Elle était valable pour moi, pour le docteur, pour tout le monde qui peut payer. Autant la faire pour une certaine catégorie de personnes. Oui. À mon avis, il faut la faire, docteur, pour certains genres de voitures. Oui. Et pour une certaine catégorie de gens. Moi, je suis prêt à payer plus. Je veux bien payer quelque chose pour mon pays. Vous aussi, j'en suis sûr. Mais ceux qui ne peuvent pas, il faut les exclure de cette augmentation de prix. Comment peut système pareil? Oui, mais le problème, c'est que je n'arrive pas vraiment à concevoir un moyen ou un instrument pertinent, efficace, qui pourrait justement réaliser ce que vous dites. Pourquoi? Parce qu'une fois que, par exemple, vous levez la subvention sur le solar ou bien pour ceux qui pétrole, ne le méritent pas. Ne le méritent pas, oui, d'accord. Mais il y a aussi certainement, il y a des usines qui ont leurs camions, qui transportent les marchandises et les aliments, les denrées alimentaires. Et bien, écoutez, on est obligé justement de hausser les prix, n'est-ce pas? Parce que c'est un cercle vicieux. C'est difficile, on n'arrive pas. Mais malheureusement, ce prix du carburant a augmenté pour tout le monde. Alors les prix de communication, de transport ont aussi augmenté. Pour le citoyen égyptien qui souffre, c'est un fardeau qui dépasse ses capacités. Et le salaire n'augmente pas de la même façon. Absolument, du même taux. Non? Si on augmente les salaires de 15 à 20% pour les investisseurs, pour les chefs d'entreprise, pour les propriétaires, c'est quelque chose. Mais les prix ont haussé de beaucoup plus que ça. Est-ce que le projet du nouveau canal de Suez et les projets qui vont se tenir autour peuvent quand même remédier au problème? Le projet du canal de Suez, j'étais très heureux de le suivre. Ça fait 17 mois plus ou moins. Mais malheureusement, nous avions prévu 100 navires par jour, docteur. Aujourd'hui, malheureusement, on ne passe que 45 à 48 navires par jour. Oui. Ça, c'est un. Pourquoi? Parce que les prix de pétrole ont baissé. Oui. Alors, les navires, ils se disent, bon, on passe plus de temps pour passer par l'Afrique du Sud, au lieu de passer par le canal de Suez. Alors, mais le côté logistique, nous avions un département spécial pour essayer d'animer le canal de Suez par le côté logistique. Ça pourrait jouer, mais malheureusement, les situations, l'économie mondiale a diminué, s'est rétrécie, et puis les prix de pétrole ont baissé. Le canal de Suez, si nous recevons les 100 navires prévus par le canal de Suez... Là, ça pourrait vraiment augmenter. Ça pourrait faire quelque chose. Oui, je comprends. Oui. Eh bien, en fin de compte, êtes-vous optimiste ou pessimiste? Je suis toujours optimiste de cœur, de volonté. Et vous, docteur Badra? Je suis optimiste parce que le premier pas est difficile, mais la vision est claire et le but est sain et on y arrive. La vision est devenue claire. Absolument. Très bien. Eh bien, chers invités, docteur Badra, docteur Gamil Badra, vous êtes expert en économie, docteur Hassam Abdelfattah, vous êtes professeur d'analyse de discours politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Très enchanté. Aujourd'hui, nous avons consacré notre rencontre à quelques chit-chats, si on peut le dire, à un débat économique concernant le Fonds monétaire international, le prêt accordé à l'Égypte, son impact, l'impact peut-être de la nouvelle ère politique, l'ère Trump aux États-Unis sur l'économie du Proche-Orient. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous et à la prochaine.